Bienvenue dans le fond de la classe, le podcast qui questionne le système éducatif afin d'inspirer des pratiques qui font sens pour les enfants. Nous parlerons aujourd'hui de temporalité scolaire, mais pas que. La question principale qui nous guidera dans cet épisode, c'est comment l'école peut-elle s'inscrire dans une relation au temps qui permet une organisation commune, tout en permettant à chaque individualité, enfant mais aussi parents et enseignants, de vivre à son rythme. On parcourra cette question à travers 5 points. On discutera de la différence entre le rythme de la société et celui de l'école, de la contamination du besoin de rentabilité dans le monde scolaire, de l'ajustement entre les rythmes individuels et le rythme du groupe classe, de l'influence de la pandémie sur la notion du temps, et enfin de l'impact de la perception du temps sur le type de pédagogie qui est proposé. Plusieurs choses m'ont en fait mené à choisir ce thème. Premièrement, c'était un passage dans le livre La joie du dehors, dont je parle beaucoup dans le 2e épisode sur les frontières de l'école. Je vais vous lire ce passage en question et le commenter en même temps. La pédagogie du dedans, donc celle des écoles avec des murs, impose ses horaires, dicte le rythme à suivre, prescrit des temporalités obligées, comme les horaires d'ouverture et de fermeture, le programme à tenir ou encore les groupes d'âge et de niveau. Alors là, peut-être que vous vous demandez en quoi les groupes de niveau imposent une temporalité. Eh bien, parce qu'imposer des groupes de niveau, c'est imposer un séquençage, un ordre, un rythme d'apprentissage selon l'âge ou le niveau estimé de l'enfant. Or, ces rythmes du dedans ne sont pas seulement les cadres nécessaires d'une organisation éducative. Ils dessinent des horizons sociaux et réclament des comportements adaptés. Donc ce qu'il dit là, c'est que les horaires imposés, les classes de niveau et d'âge, au-delà de permettre une certaine facilité d'organisation bien légitime, cette gestion fragmentée du temps impose a priori une logique normative. Ça devient normal ou non de faire telle activité à tel âge, normal ou non d'avoir besoin d'autant de temps pour telle activité à tel âge, etc. Cette idée d'un emploi du temps strict et répétitif est un vieil héritage monastique, la sonnerie se substituant à la cloche, et vient dire à sa manière que la discipline s'impose à tous uniformément. Il n'est pas inutile de rappeler que cette volonté de contrôler le temps s'est radicalisée avec la naissance du capitalisme industriel, dont les partisans étaient effarés par tous ces moments gâchés parce qu'improductifs. Il est difficile de ne pas voir l'arrivée de l'horloge et le chronométrage des activités dans les écoles comme une manière de préparer des individus à une nouvelle organisation sociale. Aujourd'hui, cet usage du temps rigide et uniforme semble l'évidence même et bien au-delà du cadre scolaire, sans qu'on ait à s'interroger sur ses fonctions. Éduquer, former, conformer. Donc voilà pour ce qui était de l'extrait de La joie du dehors, qui nous invite donc à nous interroger sur les fonctions de la temporalité de l'école. Et le deuxième élément qui m'avait mené à cette thématique, c'est la discussion avec Annabelle Arkman, que vous pouvez entendre dans les épisodes 3 et 4. Elle avait fait une petite aparté sur la temporalité que je vous glisse maintenant. La temporalité de l'école est souvent une temporalité très lente. Et la temporalité sociétale est une temporalité extrêmement rapide. Et donc en fait, on ne laisse pas assez de temps ni aux élèves, ni aux enseignants de prendre le temps de l'école. C'est quitter la notion de rentabilité à l'intérieur de l'école. Le nombre de parents, pendant la période du Covid, qui disaient que c'était du temps, comment est-ce qu'on allait rattraper le temps perdu ? En fait, on ne rattrape pas le temps perdu et on ne le rattrapera jamais. Et c'est pas grave, en plus. Mais ça, cette idée de la rentabilité, elle est tellement inscrite. Et là, je parle de toutes les couches sociales. Et je parle de ce monde qui entoure l'école et qui fonctionne autour de cette temporalité. Qu'est-ce que c'est une personne dans la norme ? C'est une personne qui est efficace. C'est une personne qui réussit. C'est quelqu'un qui ne double pas. C'est quelqu'un qui a réponse, qui n'a pas besoin de temps de réflexion. Ça, c'est la personne la plus normée qui soit dans nos sociétés actuelles. Il y en a combien de normés pour des pas normés ? Ils sont minoritaires, évidemment. Par contre, c'est eux qui sont mis en avant, qui font tourner le système, et donc tous les autres derrière, ils rament, et voilà, ce décalage de temporalité, moi je le situe au niveau de la norme aussi. Il y a vraiment un fonctionnement sociétal qui vise à faire fonctionner une partie des individus qui est minoritaire autour d'un rythme qui est défini comme étant celui de la rentabilité, et que du coup le système scolaire, il s'épuise derrière parce qu'il est complètement engoncé dans ce rapport à la rentabilité et au temps.
Alors voilà, ce serait quoi prendre le temps de l'école? Pour réfléchir à tout ça, j'ai rencontré Isabelle Wenderix. J'ai su que c'était la bonne personne pour parler de temporalité. Quant au moment de définir quand est-ce qu'on allait se rencontrer, elle m'a répondu au bout du fil qu'elle préférait qu'on se voie le week-end, car en semaine, elle ne sait jamais à quelle heure elle rentre de l'école. On s'est donc vu un dimanche, dans la brume de Béziti. Avant de vous laisser écouter sa présentation officielle, je voudrais commencer par sa présentation non officielle. Genre la petite anecdote glissée en milieu de discussion, mais qui donne une idée de qui vous avez en face de vous. C'était comique vendredi. J'ai un petit garçon, il s'appelle Augustin. Et je vois je suis occupée à corriger les copies de 6e. Je vois qu'il se retourne et tous les autres sont occupés et il prend la parole. Et il me dit « Pourquoi tu ris ?» Alors je dis « Pardon, Augustin ?» Il dit « Oui. » Il dit « Je vois que tu souris. Pourquoi? Il y a quelque chose de comique sur les feuilles ?» Je dis « Non, je corrige les copies de 6e. » Mais non, il n'y a rien de comique. Et là-dessus, Guillaume qui dit « Mais enfin, il dit, on est avec elle depuis le 1er septembre. T'as pas vu qu'elle sourit tout le temps ?» Ah, bonne journée. Ils ont fait mon week-end. C'était magnifique. Voilà, maintenant la présentation officielle. Eh bien, je m'appelle Isabelle Wenderix, j'ai 59 ans. Ça fait 40 ans que j'enseigne dans la même école. Mon école est en immersion linguistique. On travaille sur 2 ans avec nos élèves. On commence avec eux en 5e année et c'est encore avec nous qui travaillent en 6e année. Ça nous donne le temps de ne pas trop courir et de pouvoir bien se poser. Et pour enrichir notre réflexion, nous écouterons aussi Bérangère van der Straten, maman au grand cœur, mais aussi art-thérapeute à l'écoute du temps de chacun. Si je dois un peu me présenter, je crois que le premier mot, c'est que je pense que je suis une créative avant tout. Ça, c'est vraiment la première chose. Depuis que je suis toute petite, j'adore créer des choses avec tout ce que je trouve, avec tout ce que je regarde, tout ce que j'entends. Et en fait, j'ai vraiment 2 grandes passions, je pense, dans la vie. C'est d'une part l'être humain, et en particulier le monde de l'enfance, et aussi par l'art. Et donc, voilà, dans mon parcours d'études et professionnel, il fallait absolument que ces 2 passions se rejoignent à un moment. Et donc, j'ai fait des études d'institutrice primaire, c'était pas ça. J'ai fait assistante sociale après, puis finalement, je suis arrivée en histoire de l'art, où j'ai fait mon master à l'ULB. Et parallèlement à ça, en fait, j'ai fait une formation d'art-thérapie pendant 3 ans. Et avec tout ce parcours-là, j'ai créé mon projet qui s'appelle Bulle d'art. Donc c'est un projet autour de la créativité libre et du jeu spontané. Donc en fait, j'accompagne tant des petits groupes que des personnes en individuel. Donc c'est vraiment un accompagnement. Et l'objectif vraiment, c'est d'offrir une pause dans le temps, vraiment offrir un moment bienveillant, pouvoir se poser, explorer sa propre créativité. Et par rapport à l'âge, ça varie vraiment beaucoup. Ça peut être des tout petits de 18 mois, puis des enfants, des adolescents, des adultes et même des personnes âgées. Voilà. Pour commencer, je vous propose donc de parler de la notion du temps, idéalement lent de l'école, on verra plus tard l'importance de la lenteur, par rapport au rythme effréné de la société qui l'entoure. J'ai demandé à Isabelle si elle sentait que ce rythme sociétal venait s'introduire dans les portes de l'école. Oui, c'est clair, parce que ça déteint, puisqu'on le demande et on l'impose et on l'exige aux parents, donc forcément, les parents doivent respecter un horaire qui déteint sur les enfants. Donc chez moi, à l'école, ce que j'essaye vraiment, c'est que, bien oui, l'enfant doit arriver à l'heure le matin, mais ça, les parents le déposent, il repart à l'heure, mais maintenant, les parents nous laissent tranquilles de comment on organise notre journée, et j'essaye justement que les enfants n'aient pas cette pression. Parfois, ça pourrait être difficile par rapport au PO et par rapport à la directrice et tout, de dire, Isa, la récréation, ça se finit à 10h40, là, il est 10h45. Oui, mais ils avaient entamé un match de basket, et là, il reste 3 paniers encore à mettre, ils vont le terminer, et puis on rentre, et on terminera peut-être 5 minutes plus tard, à midi, pour récupérer le temps qu'on a perdu. Mais c'est quoi, 5 minutes sur une semaine d'enseignement, quoi. Isabelle nous parle de légères adaptations des plages de récréation. Mais qu'en serait-il si l'organisation scolaire permettait aux élèves de faire leur pause au bon moment, c'est-à-dire une pause quand l'activité est terminée ou que le moment de détente est nécessaire? Bérangère nous parle justement de son désir d'une école dont les horaires seraient plus flexibles. Pour moi, ce serait un horaire flexible, en fait, beaucoup plus flexible, tout simplement, qui correspond mieux aux besoins individuels, je pense, de chaque famille. Chaque enfant, chaque famille est différente. Peut-être que si on avait plus de possibilités et que la société nous offrait plus de possibilités, peut-être que les gens viendraient prendre cette possibilité aussi. Ça doit pas être une obligation, mais
Pourquoi est-ce que tous les enfants sont obligés, quelque part, à partir de 6 ans, à être, même 5 ans maintenant, je pense, à être à l'école 7 heures par jour, je pense. Enfin voilà, moi il y a des jours où j'aurais bien envie de garder encore ma fille de 5 ans à la maison et de passer du temps avec elle parce que je suis sûre que je peux aussi lui apporter plein de choses. Et je me dis, ah bah zut, non, aujourd'hui elle est obligée d'être 7 heures à l'école, même si je suis certaine qu'elle apprend plein de choses, mais il y a ce manque de flexibilité, je trouve. Cette flexibilité n'est pas juste le besoin de certains parents à qui cela conviendrait mieux qu'un rythme standard, c'est aussi ce que préconisent les chercheurs qui se sont penchés sur le sujet. La source principale des infos qui vont suivre est un dossier intitulé « Rythme scolaire pour une dynamique nouvelle des temps éducatifs » rédigé par Agnès Cavey en 2011, dont vous pouvez retrouver le lien en description. Plusieurs chercheurs, et notamment Hubert Montagnier, Yvan Twitou et Pierre Béguet, soulignent l'importance d'organiser le temps scolaire en fonction des rythmes biologiques et psychophysiologiques naturels de l'enfant. Si l'horloge biologique n'est pas en phase avec les sollicitations de l'environnement, les auteurs parlent d'une désynchronisation qui entraîne davantage de fatigue et des difficultés d'apprentissage. Cela semble logique, mais pourtant le temps scolaire est encore principalement organisé selon une logique de travail tayloriste, c'est-à-dire un découpage de l'acquisition d'une compétence en une fragmentation d'activités simplifiées qui se réalisent dans un ordre bien précis, ce qui naturellement ne peut permettre une adaptation au rythme personnel, et qui rend compliqué l'harmonisation des besoins personnels avec ceux de l'institution scolaire, la fameuse synchronisation dont parlaient les chercheurs là tout de suite. Cette idée d'ajouter de la flexibilité aux horaires n'a pas pour volonté de nier la réalité des temporalités. D'ailleurs, comme le dit Isabelle... Oui, si tu veux prendre un train, tu as intérêt à être à l'heure aussi. Oui, il y a des impératifs incontournables, tu peux pas... Mais l'important, c'est que l'école ne doit pas être contaminée par la pression de la vie qui se déroule autour d'elle. Si cette pression atteint l'école, elle s'immisce naturellement dans les familles. J'ai demandé à Bérangère comment elle vivait cette pression. En fait, je pense qu'en permanence, j'ai dû tout le temps réadapter ma façon de concevoir le temps. J'ai une vision de la société qui demande qu'on ait aujourd'hui un temps plein, de pouvoir être en même temps parent à temps plein. Je veux dire, moi, je ne me sens pas du tout capable d'être un bon parent, d'être une bonne professionnelle dans ce que je fais. En faisant un horaire comme ça, pour moi, c'est pas possible. Peut-être que la société nous le demande, d'une part, mais je pense aussi peut-être que c'est quelque chose dans lequel on reste. Je pense que c'est aussi à nous, à un moment, de nous demander, mais qu'est-ce qui est important pour nous ? Il faut faire, je pense, des choix aussi. Il y a des choix financiers à faire. Souvent, j'ai entendu, mais oui, mais c'est facile, toi, tu peux te le permettre. Ben non, c'est moi qui me le suis quelque part autorisé. Et ce sont peut-être, voilà, je suis passée comme tout le monde, hein, enfin, comme beaucoup en tout cas de monde, par un temps plein, par cette sensation quelque part d'étouffer parce qu'on a trop et on donne un peu de son énergie de tous les côtés et on arrive, à un moment, on se sent épuisé en fait. Au-delà, je pense qu'il y a bien sûr un modèle de société qu'on nous dit et qu'on devrait suivre, mais je pense que la solution est en nous. Je pense que c'est faisable de ne pas arriver à un burn-out. Je pense qu'il faut pouvoir lâcher, se dire, bah oui, peut-être que je gagne pas, peut-être que je suis un peu en marge par rapport à la société. Mais finalement, est-ce que notre société va bien ? C'est ça la question. Est-ce que réellement, on a réellement envie de continuer comme ça ? Je pense qu'il faut se poser cette question-là. J'aimerais maintenant approfondir un petit peu cette notion de rentabilité et creuser comment son insertion dans le temps scolaire pollue finalement l'acte d'apprentissage. Tout d'abord, une anecdote d'Isabelle qui illustre à quel point ce rythme venant de l'extérieur, dicté par l'efficacité et la rentabilité, est complètement intériorisé par les enfants. Mais les enfants, c'est comme ça pour tout. Est-ce que je peux vite aller aux toilettes ? Est-ce que je peux vite aller chercher mon plumier parce que je l'ai oublié dans la classe de morale ? Et à chaque fois, je réponds non. Tu peux y aller, mais pas vite. Ça ne sert à rien. On va pas vite. On le fait à l'aise et tout. Et là, ils sont toujours un peu perdus, quoi. Oui. Et c'est comme ça, parce que leur vie est rythmée comme ça. Parce que le lundi, c'est vite le karaté. Parce que le mardi, c'est vite ça. Parce que c'est... Non. Alors, moi, il y a des fois où... Bon, il y a une horloge en classe. Et t'es bien obligé de regarder cette horloge et de t'y fier pour dire... Tiens, ben voilà, ça va être la récréation, ça serait peut-être bien que je termine, ou mon collègue va arriver. Et parfois, j'ai fini 10 minutes plus tôt et je n'ai pas envie de recommencer quelque chose. Alors, je leur dis, ben voilà, avant la récréation, il reste 10 minutes. Je vous encourage à vous ennuyer 10 minutes. Alors, ils me regardent en début de 5e année, pas les 6e, les 6e, ils sont habitués. Les 5e me regardent, je dis, oui, vous vous ennuyez. Mais on fait quoi ? Je dis, ben vous vous ennuyez, vous parlez avec votre voisin, vous venez me raconter quelque chose, prenez une bande dessinée dans la bibliothèque ou un petit jeu qui prend 10 minutes,
ou rien, vous rêvez à ce que vous aimeriez faire ce soir, ou ce que vous avez envie de manger, ou quoi. Et là, ils sont perdus. Les enfants, c'est des vrais chronomètres. Tu vois, les parents, ils ont fini, ils doivent aller à l'académie, ils doivent faire... Non, purée, pose-toi. Moi, les temps de midi, je suis posée dans ma classe. Et parfois, j'ai un enfant qui frappe. Je lui dis, où tu vas? Il dit, ça vous dérange si je viens un peu parler? Non, pas de souci. Ok, on prend le temps de parler. Prendre le temps, c'est quelque chose que plein de personnes ne savent plus faire. Et je constate que mes collègues enseignants le font de moins en moins, quoi. Tu vois, et c'est au chrono. Pourtant, faire de l'école un espace de décélération est un enjeu majeur de l'école, nous explique Philippe Mérieux dans son livre La Riposte. Si l'école n'est pas le lieu où l'enfant peut expérimenter une disponibilité, un temps libéré pour l'acte d'apprendre, et non un temps condensé pour boucler le programme, finir la fiche ou clôturer une séquence avant la sonnerie, alors où pourra-t-il l'expérimenter? L'école, nous dit Mérieux, est une institution dont le temps propre est celui de la pensée. Enfin, je pense qu'au plus je vieillis, au plus c'est... malgré tous les problèmes qu'il y a eu cette année, ça sert à rien de mettre cette pression aux enfants, vite, vite, vite. Non, moi je veux pas. Dans cette notion de rentabilité, il y a, comme on vient de le voir, la nécessité de faire vite. Mais il y a aussi celle de faire utile. C'est-à-dire limiter au maximum les temps improductifs, ceux qui ne sont pas valorisables par un signe extérieur de production. Les temps d'accueil, de déplacement, sont par exemple dévalorisés au profit des temps d'activité. Cette dynamique s'observe aussi dans le milieu familial, et Bérengère nous parle notamment du besoin d'occuper les enfants. C'est vraiment sans aucun jugement que je dis ça, parce que vraiment je me rends bien compte que la société ne le permet pas toujours, mais on a vraiment fait le choix de ne pas avoir des enfants qui sont en stage en permanence, et on est convaincus, tous les deux, que peu importe l'enfant, il n'a pas besoin en fait d'être en stage comme ça en permanence. Je pense qu'on se cache quelque part un petit peu derrière ça pour éviter de réformer les choses, parce que quand on me dit mais non, moi mon enfant à la maison il s'ennuie, il a besoin d'aller 2 mois en stage pendant les grandes vacances, je peux vous dire que j'ai énormément d'enfants en atelier et j'en ai pas un qui me dit moi j'adore être en stage tout le temps. Ils préfèrent tous à un moment se retrouver à la maison et jouer. Maintenant nous, en tant que parents, c'est un peu à nous de nous poser la question. C'est fatigant d'être avec ces enfants, soyons honnêtes. Ce sont des petites boules pleines d'énergie et c'est fatigant. Il faut pouvoir admettre ça aussi, que c'est fatigant. Voilà, on revient toujours à cette question, mais est-ce que le souci c'est il faut mettre nos enfants en stage tout le temps et les occuper un maximum parce qu'ils adorent ça et ils vont s'ennuyer à la maison? Ou est-ce que nous, en tant que parents, on est trop fatigués pour pouvoir passer du temps avec eux? Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu se battre pour avoir le droit de se poser et avoir plus de temps pour soi et être en fait finalement des parents peut-être plus présents dans la vie de nos enfants? Je vous propose de nous retrouver juste après une petite pause musicale. Nous en étions donc à l'approfondissement de la notion de rentabilité, à travers le faire vite, le faire utile, mais aussi le faire beau, comme nous allons le voir maintenant. En effet, la notion d'utilité se retrouve aussi dans la dimension de réussite esthétique. Par exemple, à quoi bon faire un bricolage ou un dessin si le résultat n'est pas réussi, c'est-à-dire partageable et montrable? L'injonction cette fois-ci du faire beau se confond alors avec les objectifs pédagogiques.
Par exemple, le fait que, au plus les enfants grandissent, au plus les moments artistiques soient liés à la production d'un cadeau en vue d'une fête particulière, illustre bien que l'activité artistique n'est pas valorisée pour son exercice en dehors d'un objectif utilitaire et esthétique, car il faut que cette production soit réussie pour être offerte ou partagée, comme en témoignent mes 2 invités. Donc très souvent, pendant mes animations en classe avec les professeurs, très régulièrement, j'avais des professeurs qui intervenaient et qui reprenaient les enfants sur ce qu'ils étaient en train de faire en disant « mais c'est pas du tout ce que Bérangère a demandé, elle a dit de faire ça ». Et très souvent, je devais revenir derrière en disant « mais non, c'est très bien, moi en fait ce que je fais c'est une proposition, donc je propose, il y a un matériel à disposition. Pour les enfants qui se sentiraient un peu plus perdus, je montre des exemples assez précis de ce que moi j'ai réalisé ou de ce que d'autres enfants ont réalisé. Mais je le dis toujours, si vous avez d'autres idées avec ce que je propose, surtout allez-y. Vu que mon objectif n'est pas le résultat, si un enfant ne se met pas en tête de repeindre toute la classe, s'il me propose autre chose et que ça reste dans la limite du possible, c'est super, c'est encore mieux, c'est vraiment le but, puisque le but c'est de prendre confiance en soi dans mes ateliers. Donc ça veut dire que justement il a tout compris et ça a été vraiment très très compliqué dans les classes de pouvoir l'expliquer. Et même moi-même, en fait, je pense que je me suis sentie piégée. C'est très drôle parce que j'ai même des professeurs qui sont dit oui mais là c'est un petit peu trop compliqué, tout ce que tu amènes c'est un peu trop. Et en fait je pense que je me suis moi-même sentie sous pression dans ce cadre-là. Et je n'accuse personne, hein, c'était pas du tout la faute des professeurs ou quoi que ce soit, mais je peux comprendre vraiment la pression que eux ressentent par rapport aux résultats qu'on doit absolument obtenir à l'école, parce que je l'ai ressenti moi-même, alors que je suis pas du tout là-dedans. Et finalement, je faisais des choses, j'étais là, mais enfin, je sortais complètement de mon cadre, j'en arrivais à quelque part à vouloir absolument un certain résultat, alors que c'est pas du tout mon objectif à la base. À travers un élément scolaire bien connu de toutes et tous, cette pression sur les résultats est confirmée par Isabelle. Il y a des moments où j'ai le sentiment que cette fancy fair que l'on fait en fin d'année, c'est une fête qu'on fait pour les parents, parce que les parents ont besoin de voir leurs enfants monter sur scène, et puis pour l'école parce qu'on vend des hot dogs et plein de bazar et tout. Mais tout le monde se met une pression pour dire oui, on doit répéter avec nos enfants, on doit répéter, ils doivent être comme ça et les costumes doivent être... Non, alors où est le plaisir de l'enfant, tu vois? Et là je trouve que ça devient trop, à la limite trop commercial et trop pour faire plaisir aux enfants. C'est aux parents. Les parents, c'est on veut voir notre enfant. Oui, mais si ton enfant, il n'a pas envie de monter sur scène, moi, j'ai pas envie de le forcer. Isabelle aborde ici la question de la rentabilité qui devient cette fois-ci financière. Beaucoup de temps est en effet consacré à la préparation des événements qui permettent à l'école de faire rentrer de l'argent, que ce soit la fête de l'école ou le marché de Noël par exemple, alors que ce temps pourrait être consacré aux enfants qui bien souvent ont peu de responsabilité dans la préparation de ces événements. Après, comme l'explique bien le livre « Et si l'école ?», écrit par les CMEA, les écoles n'ont souvent pas le choix que de devoir bricoler pour récolter des sous qui devraient venir d'en haut et non d'une solidarité parentale. Ce qui n'empêche pas pour autant de questionner comment ces événements peuvent être des projets portés et investis par les enfants, pour les enfants avant tout. Une autre question que soulève la temporalité de l'école est celle de l'équilibre entre le rythme du groupe classe et celui des individualités qui le composent. Philippe Mérieux parle dans son livre La Riposte de l'importance d'une décélération, comme je le disais tout à l'heure. Il donne un exemple assez parlant qui illustre le décalage entre la nécessité de faire avancer le groupe lui-même composé d'individus qui ont des rythmes différents. Lorsqu'une question est posée à l'ensemble des élèves, c'est souvent le premier qui a levé la main qui est interrogé. Et si la réponse est juste, le cours reprend sans transition. Mérieux soulève alors la question des temporalités individuelles. Comment font ceux qui n'ont pas encore eu le temps de formuler une réponse dans leur tête, qui n'ont pas eu le temps de s'approprier la réponse qui a été donnée, en ne laissant pas le temps pour la réflexion et la formulation personnelle d'une réponse, ainsi qu'un temps de confrontation des idées en petits groupes, on empêche la pensée de se former. Et pour reprendre une merveilleuse phrase de Mérieux, c'est préférer la maigre satisfaction du dire à l'objectif essentiel du comprendre. Et en famille, comment faire pour décélérer et trouver du temps ? Je pense que la réponse à tout ça, c'est les rituels, parce que ça nous permet de nous obliger, en fait, de nous arrêter, de nous retrouver. Et pour citer quelques exemples, voilà, le lundi, moi j'ai décidé que quand j'allais chercher mes enfants à l'école, on allait d'office dans la nature.
Alors, un autre exemple, le mercredi, moi j'ai décidé que mes enfants ne faisaient pas d'activité parce que je trouve que déjà à l'école, c'est bien fatigant. Donc le mercredi, en fait, elles passent du temps avec leurs grands-parents. Et voilà, on essaie de s'organiser pour aller les chercher tous les jours à la sortie. On essaie qu'elles n'aillent pas à la garderie, de pouvoir s'organiser dans nos boulots pour voilà, qu'après l'école, elles aient vraiment du temps pour jouer. Je pense que ça permet de diminuer un certain stress. Tous ces petits rituels vraiment permettent de ralentir le temps. Passons à présent au lien que la temporalité de l'école entretient avec la pandémie actuelle. S'il y a bien une année qui a été particulièrement chamboulée, au-delà des tracas habituels, c'est bien l'année 2020. Si je dis au-delà de l'habitude, c'est parce que l'école est un lieu qui en permanence demande une adaptation à l'imprévu. De toute façon, quand tu es enseignant, tu dois tout le temps t'adapter. Tu dois t'adapter aux enfants, certes, tu dois t'adapter aux demandes du PO, tu dois t'adapter aux critiques positives et négatives des parents, et évidemment, tu dois t'adapter au temps, quoi. Oui, quand on te dit le lundi matin, par exemple, j'ai préparé bien toute ma semaine de matière et tout. Ah, Isa, vendredi, t'as pas cours parce que tu vas à la visite médicale avec les 6e. Oh, j'ai purée, on perd 4 heures, quoi. Oui, ça fait un trou. Mais bon, tu t'adaptes. Je lui ai alors demandé quelle relation elle entretient avec l'imprévu. Les enfants, ils te répondraient et ils te diraient, Madame Hendrix, elle dit toujours, ça fait pas grave. Et de toute façon, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Donc, si on a un imprévu aujourd'hui, on récupérera à un moment donné, quoi. Oui, il faut aller avec l'imprévu. Tu vois, par exemple, ici, mon collègue, vendredi, c'était génial ce qu'il a fait avec les enfants. Il a fait des constructions et des formes géométriques avec du papier pour pouvoir faire des circuits où il mettait une bille dedans et la bille, elle partait et elle faisait tout un circuit et tout. Les circuits sont montés, les enfants n'ont pas encore le temps d'expérimenter et les enfants doivent revenir chez moi. C'est frustrant. Alors il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, tu les gardes, moi je vais garder les 6e, je vais faire quelque chose d'autre avec eux, j'ai plein de trucs de toute façon qui sont toujours prêts. Je dis, garde les 5e, fais toutes les expériences, et je reprendrai le temps que j'ai perdu lundi. Ça fait pas grave. Vraiment. Et alors ils étaient tous ça à midi, Madame Hendrix, venez voir. Alors je vais voir, oui, et c'est chouette, quoi. Et c'est tout ça aussi qui te permet de rester en vie et de ne pas vieillir, quoi. Ça c'est vraiment gai. Donc je ne vois pas personnellement le temps qui défile sur moi, je ne le vois pas par le métier que je fais, quoi. Et plus particulièrement, comment s'était passée cette dernière année spécialement imprévisible? Tu imagines, j'ai été donc mise sur le côté, j'ai été écartée. J'ai des enfants qui ont été écartés parce qu'ils devaient être testés. J'ai des enfants qui ont eu le Covid. J'ai des enfants dont les parents ne voulaient plus qu'ils viennent et tout. Pour le moment, oui, ça fait depuis le 1er septembre que je me dis, est-ce qu'ils vont être tous à jour à un moment donné, quoi. Alors j'en parle avec les enfants et puis je dis, mais oui, voilà, je me demande si vous allez être tous à jour à un moment donné, mais l'essentiel, c'est que vous ayez tous compris ce que j'explique. Je dis, et puis de toute façon, ça c'est ma phrase culte, je dis, ça fait pas grave, on récupérera, c'est pas grave. À un moment donné, ça va bien se poser et tout se remettra, tu vois, au même niveau, quoi. Et ma méthode d'enseignement est complètement différente cette année, complètement différente. Mais je pense que je peux me permettre de le faire comme ça cette année parce que toute la matière est dans ma tête. Je n'ai plus de ligne de conduite. Tu vois, les autres années, je commençais par le présent de l'indicatif, puis je voyais mes temps composés, puis voilà, et j'avançais comme ça. Ici, non. Pour le moment, ça pète dans tous les sens, surtout en 6e année, et je vois ça, et je vois ça, et je vois ça, et je vois ça. Mais je sais dans ma tête ce que j'ai vu. Donc je sais ce qui manquera quand je serai à Pâques et ce que je devrais terminer, quoi. Au-delà de l'imprévu provoqué par la pandémie du coronavirus, c'est la notion de retard qui est venue s'introduire dans les discours autour de l'école. Comment rattraper le retard accumulé par la mise à l'arrêt de l'école en tant que lieu d'apprentissage? Cette notion de retard scolaire ne se pense que par rapport à une norme imposée par les programmes scolaires. Or, si l'on pense toujours à la préparation de l'année qui va suivre, si chacun se donne la mission de délivrer sa classe prête et à jour à son collègue de l'année suivante, les risques d'un sentiment de retard, et du coup le besoin de courir derrière le temps, a beaucoup de chances de faire surface. Et ce n'est pas les enseignants que je pointe du doigt, qui font leur boulot du mieux qu'ils peuvent, mais bien le système auquel ils doivent se conformer et conformer les élèves par la même occasion. Néanmoins, Aniko Usti, un chercheur qui a beaucoup travaillé sur l'organisation du temps à l'école, explique que le personnel scolaire a néanmoins une part de responsabilité dans la reproduction d'un dispositif qui les emprisonne eux-mêmes.
Il dit « C'est parce qu'on se représente l'emploi du temps comme une grille infranchissable que toute réflexion, toute invention sur une utilisation nouvelle semble bloquée et que l'on procède de façon administrative, que l'on dresse un emploi du temps figé et immuable. » D'où l'intérêt de questionner ces représentations du temps et l'emploi que l'on veut en faire. Réorienter ses objectifs pédagogiques vers le développement du plaisir d'apprendre et non plus vers la livraison d'une classe à jour demande évidemment de l'audace, du lâcher-prise et de la confiance en soi et en ses élèves. Comme disait Bérengère en début d'épisode, oser ralentir, c'est se mettre en marge de la société et de ses attentes, mais est-ce qu'elle va bien, cette société ? J'ai envie de dire que la société décélérée, elle est déjà là, elle aussi. Et permettre à chaque enfant d'aller à son rythme, de prendre le temps d'accompagner le développement de sa pensée, de lui apprendre à faire seul et surtout à faire ensemble, c'est plutôt lui rendre service que de l'exclure d'un futur enviable. Si on considère la classe comme un groupe qui s'entraide dans l'acte d'apprendre, qui explore la complexité du monde à travers des expériences et des échanges, des productions personnelles et d'autres collectives, on peut alors sortir d'une course après le temps pour certifier individuellement l'acquisition de toutes les compétences et savoirs nécessaires au passage dans la classe suivante. Si l'on sort aussi d'une logique d'années consécutives et séquencée par la certification, on peut baser sa pédagogie sur les intérêts des élèves. En sautant alors d'un intérêt des enfants à un autre et en les reliant entre eux, petit à petit se construit un réseau de connaissances bien plus solide que les échelles individuelles que représentent les matières et leur séquencement dans le temps. Cette conception d'un réseau de connaissances se reflète à 2 niveaux différents. Premièrement, un niveau abstrait, dans la tête de chaque élève qui a construit mentalement un réseau de connaissances qui s'imbriquent entre elles et se complètent. Et deuxièmement, à un niveau concret qui est représenté par les liens entre les élèves, les différentes sources d'apprentissage, et qui symbolise les échanges de savoir entre ces différentes sources. Cette conception en réseau ne conçoit plus les disparités qui peuvent exister entre les élèves d'une même classe, comme des retards à rattraper ou des avances à renforcer, mais comme la valorisation des capacités de chacun, tout en partageant collectivement la responsabilité de l'acquisition des savoirs et compétences de chacun dans la classe. Si vous voulez aller plus loin, cette notion de réseau de connaissances fait à la fois référence à la pensée complexe, théorisée par Edgar Morin, et au réseau d'échanges réciproques, théorisé par Claire et Marc Hébert-Suffren. Il est temps d'aborder notre dernière question, à savoir le rapport au temps, induit-il une certaine pédagogie ? Oui, sûrement. Oui, ça fait pas l'ombre d'un doute ni rien du tout. Ta pédagogie ne sera pas adaptée de la même manière si tu as plus le temps ou si tu as moins de temps. Tu as moins de temps, tu vas y aller de manière plus frontale. Si tu as plus le temps, tu peux prendre cool, tu fais des observations, tu sors, tu vas dehors, tu regardes ci. Maintenant, à toi de prendre le temps pour enseigner la pédagogie que tu as envie, quoi. Tu vois, par exemple, ce que je trouve moche, c'est certains de mes collègues font ça, ils sont vraiment contraints de suivre une ligne de conduite. Voilà, ils ont un livre avec des parcours et il faut absolument suivre ces parcours dans le temps, dans l'heure, à la semaine, ça doit être comme ça et comme ça. Et ça, je trouve ça moche, quoi. Le temps ne doit pas te revenir là-dessus. Si t'as pas fini ton parcours cette semaine, tu le termineras la semaine prochaine ou la semaine après parce que t'as dévié sur autre chose et tout. C'est de nouveau une adaptation, quoi. Tu dois pas te laisser manger par le temps. Guillaume Sabin, dans La joie du dehors, explique effectivement que le temps, parce qu'il est abstrait, paraît être une donnée secondaire. Pourtant, selon qu'ils soient imposés à tous de la même façon ou selon qu'ils soient souples et adaptables aux besoins individuels, le temps traduit des attentes différentes sur les personnes à qui il s'impose. Et il implique des pratiques pédagogiques différentes. Pour Bruno Suchot, enseignant puis directeur de recherche, le temps doit être considéré comme la ressource centrale pour l'apprentissage des élèves, sachant que sa dimension qualitative est plus importante que sa dimension quantitative. C'est bien l'usage que l'élève peut faire du temps, et non seulement son volume, qui détermine l'efficacité pédagogique. Le temps disponible est en effet le même dans toutes les écoles. Ce qui variera, c'est donc bien son usage et surtout sa conception qu'il faut interroger sans cesse. Au bout du compte, avec quoi je souhaite que mes élèves repartent ? Et est-ce que ma conception et mon utilisation du temps sont cohérentes avec le contenu qui le compose et la pédagogie que je souhaite donner ? J'aimerais terminer en citant un extrait des chroniques des CMEA dans leur dernier ouvrage « Et si l'école ?», que je vous invite d'ailleurs à lire si vous cherchez des idées de pistes concrètes pour renverser le rapport au temps dans votre classe. Nous ne cessons d'être poussés à gagner du temps. Pour en faire quoi ? L'école est prise dans cette tourmente depuis trop longtemps. Ne faudrait-il pas se demander si, à force de vouloir toujours apprendre plus tôt et plus vite,
Nous ne sommes pas tout simplement en train de vouloir apprendre à des enfants ce qui ne fait pas encore partie de leurs besoins. Ne serait-il pas temps de prendre le temps, au lieu de perdre son temps à vouloir en gagner ? L'éducation est de tous les instants, et chaque instant d'éducation est essentiel. Que le métier que je fais, c'est un métier vraiment super beau et que, oui, il ne faut pas se laisser envahir par le temps. C'est pas primordial. Vraiment. La priorité, c'est le bien-être des enfants et que, excuse-moi, mais ce qu'ils n'ont pas à la maison, qu'on puisse leur donner à l'école, quoi. Oui, ça va aller. Cool. On court pas ni rien et ça, c'est important, quoi. Ils sont qu'au début de la course de leur vie, hein. Moi, je suis en fin de course, mais eux, ils sont qu'au début, hein. Pauvre Tcho. Sur ces jolis mots, je vous laisse avec Zoé et Soline, les filles de Bérengère. Céline, c'est quoi, pour toi, profiter de la vie ? Moi, en fait, c'est aller dans la forêt, être en vacances. Mais moi, j'aime pas trop jouer parce que moi, je préfère juste prendre le temps et m'amuser un petit peu avec des petits trucs et tout ça, faire des bricolages. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que vous avez le plus de temps ? Est-ce que c'est le week-end ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir plus de temps d'aller à ton rythme ? Oui, le week-end. Le week-end ou quand tu es à l'école ? Le week-end. Et tu sais un peu expliquer pourquoi tu trouves que tu as le plus le temps ? Ouais, parce que je peux marcher lentement comme une tortue. Tu peux marcher lentement comme une tortue ? Et jouer avec ma petite soeur et mon chien. Et à l'école, parfois, Et dîner très longuement. tu peux manger... À l'école, tu dois manger vite parfois ? Parfois, oui, tu vois. J'ai même pas eu le temps de parfois digérer. Zoé, t'es super contente que ce soit le week-end ? Oui. Pourquoi ? Tu sais Parce m'expliquer ? que le week-end, c'est chouette. Parce qu'on peut jouer, on peut faire le fou. Et qu'est-ce que tu vas faire ce week-end ? Je vais inviter Soline dormir dans ma chambre. Et elle va dormir toute la semaine du week-end. On peut jouer dans le jardin avec son chien, faire des doudous, regarder des dessins animés, manger du popcorn. Pour toi, c'est quoi une journée qui passe très lentement ? C'est parce qu'on est tout le temps occupé sur une feuille, où on n'a jamais gym, où on doit tout le temps travailler sur des calculs. Ah, ça passe lentement alors ? Oui, trop lentement. Vous avez fait quoi alors hier ? Ça passait lentement, pourquoi ? Parce que les autres, ils marchaient comme une tortue. Les copains ? Oui, ils faisaient tout lentement qu'alors moi, et ils m'aidaient pas du tout. Donc moi aussi, j'allais lentement et c'était nul. Et une journée qui passe très très vite alors, ce serait quoi pour toi ? Parfois quand j'y vais à la gym ou quand on fait le renard. C'est quoi le renard ? Explique un peu, c'est quoi le renard ? C'est le renard qui vole des œufs. Et on fait des calculs là avec ça et ça amuse beaucoup les enfants. C'était Le Fond de la classe, un podcast écrit et réalisé par Maëlle Cahan. Les arrangements musicaux ont été composés et enregistrés par David Cahan. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et à le partager à des amis. Merci et à bientôt.